Bonjour, nous sommes à Visio P7, Université de Paris Diderot Paris 7. Les choses ont changé, nous ne sommes plus sur le campus de Jussieu, mais sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes le 10 février 2009 et nous allons évoquer aujourd'hui le sujet des marchands de tableaux, mais plus particulièrement celui de Lia Grand-Miller, qui est décédé le 22 janvier 2009 et qui était venu plusieurs fois témoigner de la vie de l'art et des marchands de l'art en France à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Pour les personnes présentes aujourd'hui, ils pourront suivre un document, et pour les internautes et les téléspectateurs, je vais juste vous parler de cet artiste, marchand d'artistes, et ensuite Bernard Bois l'évoquera aussi. Je m'appelle Lise Cormery, je suis docteur de l'Université de Paris Diderot Paris 7, et un livre intitulé Portrait de marchand d'art a été édité dans la collection Art et Art. Il dresse les portraits de Lia Grand-Miller, mais aussi de Wildenstein, de Vollard, de la famille Carré, des Bénézites, ainsi que d'autres marchands très importants de la société française. On réalise ainsi que de 1851 au XXIe siècle, il y a toutes sortes de marchands. Il y a des marchands qui, comme on l'évoquait tout à l'heure, vident les greniers de leurs grands-parents et peuvent ainsi s'enrichir. Et il y a des marchands comme Lia Grand-Miller qui sont des découvreurs de talents qui ne s'enrichiront pas de leur vivant. On a pu le voir ici et j'ai pu le constater à l'enterrement de Lia Grand-Miller. Elle a vécu dans la plus grande pauvreté alors qu'elle vivait, elle était à l'origine fille de grands banquiers allemands. Par ailleurs, elle a une descendance assez étonnante puisqu'elle est la descendante de Nicolas von de Flue, qui s'appelle donc Nicolas dit Flui, qui en fait est le saint patron de la Suisse. Et je dois dire que cette origine a quelque peu influé sur son attitude et sur son sens de la vie et son sens de qu'est-ce que doit être un marchand de tableaux. Est-ce qu'être un marchand, c'est un sacerdoce ou est-ce que c'est simplement du négoce? Donc pour elle, être marchand, c'était un sacerdoce. On avait un devoir envers le monde de l'art et envers les artistes. D'ailleurs, elle avait toujours de très belles formules et elle disait, chaque fois qu'on le manipule, l'art se venge. Elle disait aussi avec humour, parce qu'elle avait vécu des déboires avec les amis artistes qu'elle avait épaulés, elle les disait, elle a d'ailleurs dit lors de visioconférences à Paris 7 sur le site de Jussieu, elle disait avec humour, j'ai pu observer que lorsqu'un artiste réussit, il dit que c'est grâce à lui. Mais s'il ne réussit pas, c'est la faute de son marchand. Alors qu'elle l'exprimait, elle le prouvait que les choses étaient bien plus complexes. Donc, certains, j'ai pu le voir, connaissent déjà Saint-Nicolas de Flui, mais il faut savoir que c'est grâce à lui si la Suisse n'a plus jamais eu de guerre sur le territoire. Il a donc été canonisé et il est devenu un saint.
Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez lire ça plus amplement dans le livre de la collection Art et Art, qui est le numéro 10, volume 2. Alors, quelle est la formation de Lia Grand-Miller? En fait, Lia, lorsqu'elle est arrivée à l'âge de rentrer à l'université, l'Allemagne était tout à fait dévastée. Comme elle l'explique là aussi toujours avec un grand sens de l'histoire, les plus grands professeurs d'université étaient des juifs. Donc, la plupart étaient des juifs ou ils sont devenus des nazis. Donc, après-guerre, bien sûr, les professeurs d'université juifs étaient soit morts dans les camps de concentration, soit ils avaient pu s'échapper et avaient trouvé refuge dans d'autres pays et ne voulaient surtout pas revenir en Allemagne. Et quant aux nazis, étant donné que le pays était coupé en deux, ils n'avaient plus le droit d'avoir de chaire à l'université. C'est-à-dire qu'il y avait un grand désert dans l'université. C'est la raison pour laquelle ses grands-parents et ses parents l'ont envoyé étudier à Cambridge. Ce qui est intéressant dans le portrait de Lia Grand-Miller, c'est qu'étant allemande, sa famille venant de Suisse, ayant ensuite étudié à Cambridge, elle va avoir une vision très large de ce qui se passait et elle a pu analyser sans avoir d'œillères ce qui se passait en France. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée plusieurs fois au symposium Art et Art, afin qu'elle puisse nous expliquer comment l'art et le monde de l'art a évolué à partir des années 50. Donc, elle a fait ses études d'historienne de l'art à Cambridge, et ensuite, elle est arrivée en France et a eu la grande chance de rencontrer Raymond Duncan. Alors, Raymond Duncan, il est oublié de nos jours. D'ailleurs, je le regrette, mais c'est un personnage absolument extraordinaire qui lui aussi avait une notion quelque peu mystique de ce que doit être un marchand. Il était le frère de la fameuse danseuse Isadora Duncan, qui était connue dans le monde entier. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui une star internationale. Et sa sœur l'a financé lorsqu'il s'est installé à Paris. Duncan était un homme extraordinaire. Là aussi, pour moi, c'est un grand marchand qui est plus dans le sacerdoce que dans le négoce. Et Félix Vallotton écrit au sujet de Duncan. Je pense que c'est un beau portrait. J'ai entendu hier une conférence de Raymond Duncan en tenue de prophète. En effet, il portait la toge. Et comme nous l'avait expliqué Lia Grand-Miller, car on l'a oublié, il avait fallu qu'il demande une autorisation spéciale pour porter cette toge. Et Félix Vallotton, dans son journal, le 7 décembre 1919, Félix Vallotton, pour ceux qui ne le savent pas, était un grand peintre suisse. J'ai entendu hier une conférence de Raymond Duncan en tenue de prophète et frisant le ridicule. Mais, malgré son baragouin, parce qu'il était américain, donc il avait un fort accent, il exhale une telle tendresse, une telle odeur d'amour et de fraternité de cet homme que la salle en était émue. Frisson passager sans doute, après quoi chacun retournera à ses affaires. J'imagine ainsi les Jean-Baptiste et les François d'Assise, mais la conscience actuelle est lourde à mouvoir et il faudra qu'ils s'y reprennent et d'autres avec. On le voit, rien n'a changé. Que ce soit en 1919 ou en 2009, c'est toujours les mêmes choses que l'on observe. D'autant plus que Félix Vallotton était quelqu'un qui avait la dent très dure. On le connaît pour son fameux Crime et Châtiment. Et d'ailleurs, un livre aussi dans la collection Art et Art sortira sur cet artiste. Donc il vivait grâce à ses conférences et il ouvrira une galerie à Paris qui deviendra très connue. Et dans cette galerie, il ne montrera pas seulement des expositions, mais il y aura aussi des concerts et il y aura aussi des ateliers de filature parce qu'il fera des tapis très extraordinaires
Et là aussi, c'est une chose oubliée, et je remercie encore, je fais cet hommage encore à Lia Grandbiller, car elle nous a rapporté des éléments historiques très importants, tout à fait oubliés. C'est ainsi que Duncan, dans cette galerie, cette fameuse galerie, rive gauche, va créer des métiers à tisser très simples. Et que sont ces fameux métiers à tisser que le fameux Mahatma Gandhi va lui acheter pour l'Inde. Comme vous le savez, lorsque le Mahatma Gandhi a prêché et a fait sa politique, il préconisait pour lutter contre l'invasion anglaise que tous les Indiens retournent au métier à tisser, fassent eux-mêmes leurs vêtements afin d'acquérir leur autonomie. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Donc Raymond Duncan a eu tout d'abord une galerie rue du Faubourg Saint-Honoré, et après ils vont en ouvrir une nouvelle, place Saint-Germain-des-Prés. Lia Grandbiller a eu donc la chance de le rencontrer, et il lui a donné la direction d'une des deux galeries sur rue de cet immeuble qui avait auparavant appartenu à André Breton. Et comme vous le voyez, André Breton, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de dépourvu de moyens. Et c'est intéressant aussi, quand on analyse l'histoire de l'art, de voir qui a fait du négoce. André Breton, on ne sait pas, mais il a fait beaucoup de négoces, en tant que marchand aussi. Donc, dans cette fameuse galerie, André Breton avait créé une entrée par le vagin. C'est-à-dire que quand les gens rentraient dans la galerie, c'était une espèce de sculpture de vagin, et ce qui lui a permis de créer un scandale dont il était friand. Comme nous disait Lia, tout le monde se connaissait, voyageait ensemble à l'époque. Quand Isadora se déplaçait, Isadora Duncan, elle avait, comme une star d'aujourd'hui, un train à sa disposition, que ce soit vers Moscou ou ailleurs. Vous voyez ? Alors, la galerie de Lia Grandbiller est devenue plus qu'une galerie, mais elle a toujours défendu l'abstraction. C'est dans d'autres parties de cette fameuse galerie que Duncan, comme je le disais précédemment, avait son théâtre, son imprimerie, son atelier de fabrication de tissus avec des métiers à tisser. Il y avait les fameux samedis variés l'après-midi, où toutes les gloires de la belle époque, parées de tous leurs atours d'un autre temps, pouvaient encore se produire sur scène. Tout ça, c'était comme on évoquait tout à l'heure, c'était, et certaines personnes ont du mal à le croire, et encore aujourd'hui c'est toujours le cas, des structures qui pratiquaient l'autofinancement. C'était pratiquement des structures associatives. Et donc, quand ça manquait trop d'argent, M. Duncan demandait à sa sœur un chèque pour arriver à renflouer un peu, pour continuer à faire le travail artistique, parce qu'il a été très important. Les jeudis, il y avait les concerts Victor Gilles qui arrivaient, donc il y avait aussi des concerts. Raymond Duncan, ça aussi on l'a oublié, avait créé sa propre police de caractère qui s'appelle encore à ce jour les Duncan et que l'on trouve dans beaucoup d'imprimeries et peut-être d'ailleurs encore dans les ordinateurs. On doit pouvoir les trouver sur Internet. Donc il a réalisé que le modern style qui était prisé à l'époque était trop compliqué et donc il a créé cette police de caractère très lisible. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire de Lia avec Raymond Duncan. Et elle nous explique que dans les années 50, donc quand elle est arrivée en France, parce que l'Allemagne était dévastée, elle ne voulait pas vivre en Angleterre, et sa famille, la famille Grandbiller, avait une image très positive de la France. C'est la raison pour laquelle donc, son grand-père l'a aidée à s'installer à Paris. Elle nous raconte une chose, là encore oubliée, que dans les années 50, tous les artistes fuyaient les dictatures de toutes sortes, d'Amérique du Sud, du RSS. Il y avait énormément d'artistes qui venaient, qui se réfugiaient là. Et elle ne comprenait pas pourquoi ils venaient toujours la voir. Tout d'abord, ils venaient la voir parce que toutes les galeries d'hier et d'aujourd'hui ont beaucoup d'artistes demandeurs de tous les pays.
Lia pensait que c'était à cause du nom Duncan, jusqu'au jour où elle a réalisé qu'il y avait, depuis 39-45, des boîtes aux lettres qui avaient été mises au dôme. Et ces boîtes aux lettres ont survécu jusqu'à ce que Philippe Stark rénove le dôme. Et donc, il a enlevé ces fameuses boîtes aux lettres. Mais elles avaient une très belle fonction. Les réfugiés du monde entier artistes, lorsqu'ils arrivaient, avaient des informations pour savoir où ils pouvaient, à qui ils pouvaient s'adresser, afin de ne pas trouver porte close. Et des réfugiés avaient donc donné le nom de Lia Grandmiller. Et c'est comme ça que tous les réfugiés, artistes, allaient la voir pour obtenir de l'aide. Voilà. Elle nous explique que Raymond Duncan était très mal vu parce qu'il était américain et qu'à l'époque, il fallait être communiste pour avoir des articles dans la presse. Autrement c'était très difficile et que on ne pouvait même pas se promener avec des journaux tels que Le Figaro à l'époque. Hein. Donc il avait malheureusement, il a beaucoup souffert de ça. C'était ce qu'on appelle la dictature des idéologies. Hein. Comme dit Lia, à l'époque, les mouvements de gauche disaient aux artistes où il fallait exposer. Je la cite. Il y avait le politiquement correct et le non politiquement correct, déjà. L'américain Duncan était mal vu. La guerre, en tant qu'Allemande, m'avait appris le danger pour la société des partis pris politiques, à quelque niveau que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, elle avait toujours un esprit critique et elle faisait très très attention. Donc, on accusait Raymond Duncan d'être un espion de la CIA et de contribuer à la chasse aux sorcières de McCarthy aux États-Unis. Après de nombreuses années, Lia va quitter Duncan parce qu'elle estime qu'elle n'a plus rien à apprendre chez lui. Et elle va aller, en 1961, donc quelques 10 ans plus tard, travailler pour une galerie qui est oubliée, complètement oubliée de nos jours, qui s'appelait la galerie Montana. Galerie Montana, dont je connais le descendant, qui s'appelle Cyril Montana, et son fils qui s'appelle Grégoire Montana. Et cette galerie était, elle, spécialisée dans les réfugiés politiques espagnols qui fuyaient le franquisme. Et donc, il montrait ces artistes-là. Et donc, c'est grâce à Lia si je l'ai appris. Elle était à l'angle du faubourg Saint-Honoré, au 136 rue du faubourg Saint-Honoré. Comme nous dit Lia, au 140, il y avait le journal Art et la galerie Wildenstein. C'était un bon emplacement. J'étais secrétaire de Montana, il était expert en art espagnol et à ce titre attirait la colonie barcelonaise en exil. Nous étions financés alors par un juif anglais très bien. Elle a eu la chance donc, cette galerie, de se faire financer par un anglais. Par contre, son homme d'affaires parisien était un super macho pour lequel, en tant que femme, je n'avais pas mon mot à dire. Parce que pour elle, chez Raymond Duncan, elle avait une totale liberté. Il lui donnait le local, elle n'avait aucun frais et elle pouvait avoir sa propre galerie sans en avoir les désavantages. Je ne vais pas vous faire une conférence trop longue. C'est donc en 1968 que Lia va créer sa propre galerie. Elle achète mur et fond, ce qui était extraordinaire, rue Domat, dans le 5e arrondissement de Paris. Avant d'être tout à fait à son compte, pour commencer, le matin jusqu'à 15 h, elle travaillait à la galerie Casanova. Ça aussi, c'est une galerie oubliée depuis, mais une galerie très intéressante parce qu'elle était spécialisée en art érotique. C'est un artiste d'art érotique qui s'appelle Ernesto da Silva, que certains connaissent parmi vous, je vous l'ai présenté, qui est spécialiste de l'art érotique, qui m'a expliqué que ce monsieur, en plus il s'appelait Casanova, avait cette spécialité d'art érotique. Donc elle a travaillé chez Casanova le matin,
de façon à pouvoir avoir un petit salaire. Et ensuite, elle travaillait à sa galerie de 15h30 à 22h. Ce n'est qu'en 1973 qu'elle va quitter définitivement Casanova. Mais il faut aussi réaliser que ces périodes de 50, 60, 70 sont des périodes extrêmement fastes pour le monde de l'art en France, puisqu'il faut savoir que durant ces périodes, surtout les périodes 60-70, le marché de l'art en France sera le deuxième marché pour les devises après Renault. Et donc, on n'a pas idée de ce que c'était le marché de l'art. Quand parfois j'explique aux étudiants ou aux internautes ou aux téléspectateurs que les choses ont changé, à partir de 1984, la fameuse date quelque peu prophétique de George Orwell, le paysage va être complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de marché de l'art à proprement dit. Et en effet, les grands marchands ne seront plus que des marchands qui vont vider les greniers de leurs grands-parents ou de leurs parents, hein, ou de ceux dont ce sont des marchands héritiers. Il n'y aura plus à proprement parler de véritable marché de l'art. À ce jour, nous sommes derrière la Corée, en art contemporain par exemple, et ça, on va le voir tout à l'heure, on le doit à Lia Grandbiller, qui a ouvert ce grand pays à l'art contemporain. Donc Lia Grandbiller va travailler à la promotion d'artistes vivants uniquement. Elle ne montrera jamais d'artistes du temps passé, hein, jusqu'à sa fermeture en 1996. Ceci s'inscrit en effet dans une période historique où il va y avoir l'éradication des galeries qui travaillent dans la tradition. Donc l'IA, je vais vous parler plutôt peut-être de cette période extraordinaire de la Corée du Sud. Lia Grandbiller, contrairement à ce qui peut être dit par certains critiques d'art, ou ce qui a été dit par le feu, par exemple Restani, ou d'autres, Lia Grandbiller va s'investir très profondément, surtout dans le marché coréen. C'est qu'à partir des années 60, elle va exposer principalement des artistes de Corée du Sud. Et on l'a oublié, mais à l'époque, la Corée du Sud était un pays décimé par la guerre, ruiné. Et donc, elle va faire un travail énorme de fond pour ouvrir ce pays, parce qu'elle avait une théorie qui est très intéressante d'ailleurs. Elle expliquait qu'en fait, le fait de travailler l'art, la peinture, la sculpture, la gravure, fait travailler le cerveau. Cela donne des idées, cela donne l'idée de nouvelles créations, et que c'est ce moteur, ce cerveau-là, qui permet ensuite d'insuffler un moteur économique. C'est-à-dire qu'elle disait que ce n'est pas l'économique qui fait qu'il y a de l'art, mais c'est l'art qui peut faire bouger l'économique. Alors, elle a vu ça en Corée du Sud. Je lis ce qu'elle m'a confié. En 1963, j'ai connu le président Park pendant son règne. C'était un dictateur, hein. Mais comme elle le dit, c'était un homme d'une super intelligence. C'est pourquoi, dès 1963, je lui ai fait dire « Il faut commencer par remettre la créativité artistique en route, sinon vous ne réussirez pas à remonter l'économie. » Mes propositions et mes idées furent acceptées et mises en œuvre par le président Park. Elle a donc recommandé au président de revigorer l'économie du pays. Et il a donné, et il était dictateur à l'époque, hein, des consignes pour que tout le monde s'y engage. Park sera plus tard, je cite Lia, assassiné par son garde du corps sur instigation du super-démocrate Kim Il-sung, qui est actuellement dictateur de la Corée du Nord. Mais, en dépit de toutes les pressions, il a compris et on a réussi là où l'occupation japonaise avait anéanti la Corée du Sud culturellement et économiquement. Alors,
Et comme dit Lia, à l'époque, tous les critiques d'art, muséologues ou marchands, me traitaient d'idiote en me disant « Où est donc ta Corée ?» Parce qu'ils ne croyaient pas du tout qu'il pouvait y avoir des artistes qui venaient de Corée du Sud. Et ça, je l'ai appris grâce aussi à Lia Grandmiller. Mais en fait, elle m'expliquait, parce qu'elle a beaucoup étudié l'histoire de l'art, que les grands artistes japonais, en fait, ont obtenu leur inspiration suite à des kidnappings d'artistes coréens du Sud. La structure de la Corée du Sud était telle que les artistes vivaient dans des villages où ils donnaient libre cours à la création. C'est par exemple grâce à Lia Grandmiller que j'ai découvert aussi un art qu'on ne connaît pas ici qui s'appelle l'art des nœuds. Il y a un grand art des nœuds, par exemple, en Corée du Sud. Ils ont inventé des choses extraordinaires et comme je reprends là ce que m'a appris Lia Grandmiller, les Japonais avaient conscience qu'il fallait qu'ils aient un marché artistique à une époque historique, sans doute la même période où aussi ils avaient envahi la Chine. Ils ont kidnappé des artistes coréens, ils les ont emmenés au Japon afin qu'ils leur créent des écoles d'art. Hein? Alors, Lia m'a ainsi donné les noms de 5 artistes coréens traditionnels qui ont pu être sauvés des rapts des Japonais. Donc je vous cite, excusez mon accent, 5 peintres dont Nam Kwan, Lee Hung-no, Park So-bo, Ah In-do, Kim Sang-yeol, qui se sont aussi, grâce aux directives du président Park, attelés à la tâche. Et comme vous le savez tous, depuis une quinzaine d'années, les Coréens du Sud sont dans le peloton de tête des 5 premiers pays pour l'art contemporain. Donc c'est quand même assez extraordinaire, ils sont partis de rien. Donc Lia Grandmiller a travaillé à partir des années 60 jusqu'à jusqu'aux Olympiades des Arts. Pour ceux qui l'ont oublié, il y a eu en Corée du Sud, à Séoul, les Jeux Olympiques d'été. À l'époque, c'était les Jeux Olympiques d'hiver et c'était au même endroit. Et donc, elle avait aussi donné aux politiques un dossier, parce que, comme vous le savez sans doute, les Grecs, lorsqu'ils ont eu l'idée des Olympiades des sportives, faisaient en même temps les Olympiades des arts. C'est d'ailleurs, j'avais eu cette idée de renouer avec cette tradition, et c'est en rencontrant, quand j'ai rencontré Lia Grandmiller, qu'elle m'a dit que l'idée que j'avais n'était pas une nouvelle idée, puisqu'elle l'avait déjà donnée à Séoul. Et une des raisons aussi qui fait que Lia Grandmiller s'est intéressée à la Corée, c'est qu'elle a épousé Moon Shin, qui était un sculpteur inconnu, qui, grâce à elle, va devenir le sculpteur national de Corée du Sud. Hein. Et c'est aussi grâce à son mariage, bien sûr, qu'elle va lier des affinités électives avec la Corée du Sud. Et elle aura ensuite, l'idée va germer, de créer les Olympiades des Arts. Alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que les Coréens ont joué la carte des Olympiades des Arts au maximum, puisqu'ils ont, à cette occasion, créé un musée en plein air de sculpture monumentale et un musée de peinture. Et c'est très intelligent parce qu'ils ont invité les plus grands artistes du monde à travailler sur place. Et donc là, le pays s'est enrichi juste au coût du voyage, des matériaux, par exemple Asdrubal Colmenares qui était venu à une de visioconférences, on lui a fourni le métal parce que lui c'est un Vénézuélien qui fait des grandes sculptures monumentales. Et en fait, une grande sculpture monumentale se trouve encore aujourd'hui dans un parc de sculpture à Séoul. Voilà. Et c'est grâce aux encouragements de Lia Grandmiller que j'ai eu la chance de faire
moi-même les Olympiades des Arts de 1992 à Paris. Mais malheureusement, le Comité national olympique sportif français a bien voulu qu'on le fasse à Paris, au CNIT et à l'INSEP, où se trouvent les sportifs français, mais ils n'ont pas voulu que l'on envoie cette manifestation à Albertville. Nous, on aurait voulu faire là aussi la même chose, c'est-à-dire un musée de sculpture et un musée de peinture, mais en France, c'est toujours beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, où il faut avoir, en effet, comme elle l'a eu en Corée, des appuis solides. Voilà. Ensuite, Lia Grandbiller va créer la triennale de gravure de Chamalières, qui a l'air peu importante, mais qui en fait est très importante. Elle est connue dans le monde entier. Et pour ceux qui ont suivi Aréard depuis le début, elle est venue nous en parler. Alors, nous avons eu de nombreux entretiens avec Lia Grandbiller. Je lui ai posé quelques questions. Et notamment, comment pouvait-elle m'expliquer le dynamisme de l'art contemporain en Allemagne? Alors, elle expliquait que le dynamisme de l'art contemporain en Allemagne par rapport à celui léthargique de la France est dû notamment à un type d'organisation politique différent. Les Länder ont chacun un ministère de la culture, d'où une plus grande diversité dans les choix de la création. Par ailleurs, alors parce qu'elle avait des idées très arrêtées politiques, mais ça, on n'est pas obligé de le dire, elle pensait que c'était aussi des raisons politiques. Et elle expliquait, mais ça, j'adhère à son idée, que tout le monde est très près de la réalité en Allemagne. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'idéologique. Et que donc, on ne va pas choisir un artiste pour des raisons idéologiques, parce que le ministre de la Culture est d'un parti socialiste, on va mettre des artistes socialistes, ou parce que le ministre de la Culture est un gouvernement de droite, on va aider des artistes de droite. Donc, elle expliquait que ce genre de choses n'existait pas non plus. Et elle nous expliquait aussi, lors d'une visioconférence, que les médias, si vous vous souvenez, lorsqu'on a eu la visioconférence avec Jean-Marie Tassé, elle était présente justement pour expliquer le point de vue de l'Allemagne. Elle nous expliquait, et elle me l'a prouvé, par exemple, et c'est vrai qu'en France, à la fin des années 70, les médias étaient gratuits pour les artistes. C'est-à-dire que si un artiste avait du talent, les journaux envoyaient dans toutes les galeries des journalistes qui faisaient des rapports. Et les artistes n'avaient pas à payer pour être dans les journaux. Et malheureusement, à partir du début des années 80, fin des années 70, tout est devenu payant. Ce qui fait que le collectionneur n'a plus les moyens de savoir ce qui se passe vraiment. Donc le collectionneur, et c'est pas plus mal, à partir des années 80, doit aller dans les ateliers ou dans les petites galeries pour voir ce qui s'y passe vraiment. Et là, il a aussi un nouveau rôle de découvreur. C'est-à-dire qu'il peut moins compter sur la presse pour savoir ce qui se passe, parce que tout ce qu'on lit dans la presse, dans les magazines d'art, est payant. Si on prend l'exemple de l'Œil, jusqu'à ce qu'il soit racheté par le Journal des Arts, par exemple, les collectionneurs savaient qu'on ne devait lire que les pages en noir et blanc. Et surtout pas les pages en couleur, parce que les pages en couleur, en fait, c'était des publics rédactionnels déguisés. Hein? Donc, il fallait lire que les petits articles tout à fait à la fin, parce que là, il y avait quelques journalistes comme Pierre Brisset, par exemple, qui donnaient des vrais articles de fond, parce qu'il faisait tous les ateliers, et il se faisait payer à la pige peut-être 15 ou 50 euros, vous voyez. Encore maintenant, par exemple, Nicole Lamotte, qui est une vraie critique d'art, qui en plus a écrit dans des journaux, elle se fait payer peut-être 50 euros l'article. Hein. Donc, et elle se déplace en atelier, elle écrit les articles. Hein. Donc c'est des vrais critiques d'art. Il y en a encore quelques-uns. Alors, elle nous a parlé bien sûr de la lutte abstraction-figuration. Je vais laisser ensuite la parole à Bernard Bois, qui l'a connu, mais pour ceux que ça intéresse, cette personne, Lia Grandbiller, est une marchande de tableaux exceptionnelle, historienne de l'art,
qui a quand même eu une vision très, très percutante du monde des arts. Par exemple, quand on lui parle du personnel du ministère, elle dit sous Malraux, Antonios, parce que c'est Antonios en fait, qui était le neveu de De Gaulle, qui a fait beaucoup. En 1959, au début, je les connaissais. Ils étaient 15 au ministère. En 1982, on fait état de 200 personnes. En 1986, il y a 200 vacataires de plus. Elle disait qu'en fait, on était dirigé par des commissaires, maintenant, de l'art en France qui nous dominaient. C'était sa vision des choses. Je ne pourrais pas faire le résumé de toutes les visioconférences où elle nous a dit des choses très intéressantes. Elle tenait, et j'adhère à son analyse, elle tenait absolument, contrairement à ce que certains gouvernements, même le gouvernement voudrait faire passer, ou certains acteurs de l'art voudraient faire passer, à ce que les marchands d'art en France aient toujours leur garantie trentenaire. C'est-à-dire qu'un marchand en France, un vrai marchand, enfin une vraie galerie, hein, lorsqu'elle vend un tableau, est responsable pendant 30 ans de ce qu'elle vend. Et elle tenait absolument à ce que l'on ait toujours cette garantie obligatoire, qui est une garantie de sérieux. Car nous sommes le seul pays au monde à avoir cette garantie trentenaire. Et il y a les Suisses d'ailleurs qui aimeraient peut-être faire la même chose, parce que c'est une garantie de sérieux. Alors que dans d'autres pays, il y a des pays où il n'y a pas de garantie du tout. Et elle estimait que c'était important de garder cette garantie pour lutter contre ce qu'elle appelle les auctioneers, les commissaires-priseurs, qui parfois n'ont pas de garantie, c'est-à-dire qu'ils ont des conditions générales de vente qui font que si, par exemple, ils vous vendent un faux, le temps que vous fassiez l'expertise et que vous ayez fait la demande auprès du tribunal, votre demande n'est plus valable. Hein. La plupart du temps, c'est 3 ou 4 ans. Hein. Donc, elle estimait qu'il fallait absolument qu'une des armes pour lutter contre l'industrialisation de l'art était que les marchands d'art aient toujours cette garantie trentenaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Plein de choses, mais si cela vous intéresse, je vous engage à lire les portraits de marchands d'art de la collection Art et Art, qui se trouvent, qui sont les numéros 10, volume 2 de la collection Art et Art, que vous pouvez trouver à l'université Paris 7 ou sur Amazon, le site de vente, ou sur Electre. Voilà. Je vais donner la parole aussi à Bernard Bois, qui va venir s'asseoir à côté de moi, parce que je pense que Jacques Chatelot ne nous filme que à partir de cet endroit. Donc, si tu veux venir avec peut-être ta chaise, dire quelques mots de notre ami Lia Grandbiller. Oui, bien, Léa Grandbiller est décédée il y a maintenant 3 semaines et pour le moment, il n'y a pas eu d'article de fond dans la presse, mais les Coréens que je connais à Paris, enfin les artistes coréens, connaissaient tous la Grandbiller et les artistes que je connais ont une trentaine d'années, que ce soit une styliste, une artiste peintre. Elle a laissé un grand souvenir dans les artistes contemporains. Et il y a une grande traçabilité de son passé comme historienne et galeriste. Mais c'est vrai qu'en France, pour le moment, il n'y a pas eu d'écho dans la presse française. Oui, oui. D'autant plus qu'il y a même eu des propos malveillants qui ont été rapportés à l'université de Paris 7, ici, où au moment des Olympiades des Arts, comme je vous le disais en début de séance, Lia Grandbiller s'est tout sauf enrichie. Au contraire, elle a été ruinée puisqu'elle a même perdu la fameuse galerie qu'elle avait rue Domat. Et elle a fini sa vie dans un tout petit appartement que des amis lui ont permis d'obtenir avec un tout petit loyer à Clichy. Elle avait absolument, alors qu'elle venait d'une grande famille fortunée, elle s'est ruinée pour les artistes. Et donc, comme je vous le disais, à partir de 1963,
elle a œuvré pour qu'il y ait un marché de l'art coréen, pour insuffler une nouvelle énergie. Elle a aidé tous les jeunes artistes inconnus qui venaient en France, parce que Paris était la grande ville des arts. De retour au pays, ils sont devenus eux-mêmes des professeurs, et elle a créé toute une véritable économie et esprit de l'art. Et ce qui est triste, c'est qu'en 1989, lorsque les fameux Olympiades des Arts ont eu lieu à Séoul, il y a un Pierre Estany notamment et d'autres critiques d'art qui sont arrivés en disant nous voulons bien travailler pour les Olympiades des Arts, mais moyennant finance. Et ces gens-là se sont considérablement enrichis, ce qui n'a pas été le cas de Lia Grandbiller. Et ces personnes donc se sont mis sur le devant de la scène en disant c'est nous qui sommes à l'origine des Olympiades des Arts. Et c'est quand même très malveillant, d'autant plus qu'elle a travaillé pendant 26 ans le terrain. Elle a fait donc un travail de fond. Hein. Voilà. Et je suis bien contente d'apprendre que la Corée ne l'a pas oublié, mais comme le dit très justement Bernard Bois, la France l'a oublié, et c'est la raison pour laquelle je tenais avec Bernard à lui rendre cet hommage. Et il y avait un critique d'art que je ne connaissais pas, qui s'appelle Géoffroy de Villepin, qui lui a rendu aussi hommage lors de son enterrement au Père-Lachaise. Et Lia Grandbiller les cendres ont été rapatriées en Allemagne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des chercheurs, j'ai eu la chance de lui faire parler de sa vie, de ses mémoires, et si des chercheurs ne faisaient pas ce travail en France, en fait, le travail de 60 ans de Lia Grandbiller aurait disparu aux oubliettes. Donc c'est notre rôle ici à Aréar de rendre hommage à tous ces gens qui ont beaucoup fait, même s'ils sont morts dans la misère comme Lia Grandbiller. Hein. Enfin, pas tout à fait dans la misère. Si, dans la misère. Je sais parce elle était avec la CMU. Non, elle avait vraiment. Non. Elle est morte à l'hôpital. Et je sais que bien souvent, quand elle venait nous voir, elle venait toujours nous voir avec grande dignité. Mais je le sais parce que je la connais très très bien. Non, elle avait vraiment aucun moyen. Hein. Non, vraiment. Hein. Enfin, la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était à la FIAC, cette année. Ah, mais elle continuait. Même épuisée, elle allait quand même faire ce qu'elle estimait être son travail, c'est-à-dire observer, analyser, rendre compte. Et d'ailleurs, elle me rendait toujours compte. Elle me dit, je suis allée à la FIAC, j'ai fait ceci. Elle avait toujours son analyse et son sens critique merveilleux. Donc voilà, c'était un hommage à Lia Grandbiller. Et c'est quelque peu symbolique, mais c'est la première visioconférence d'art et art sur le site de la Bibliothèque nationale à l'Université de Paris 7. Et c'est donc la fin de 7 ans d'art et art sur le site de Jussieu. Et espérons-le, la renaissance d'art et art toujours à Paris 7 et en liaison avec d'autres universités.